Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris-Île-de-France. Podcast, bien évidemment, débat autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Épisode 4 aujourd'hui de la saison 2025-2026. Et ce matin, je vais faire bref sur ce petit édito, sur cette petite introduction. Je voudrais juste dire merci. Oui, merci à Toulouse qui m'a réconcilié avec le football, avec la Ligue 1. Merci à Carles Martinez. Je remercie le coach, je remercie le TFC. Alors oui, vous allez me dire, ils ont perdu, ils ont pris 6-3 par le Paris Saint-Germain, oui, mais pas avec de bloc bas, juste avec des idées, avec une tentative d'idée et de jouer face au Paris Saint-Germain. Ils ont certes été punis, mais au moins on a vu du football samedi soir, et je crois qu'en voyant la tête des supporters du côté de Toulouse à la sortie du match, qui même si leur équipe avait perdu, ils avaient vu une équipe qui s'était battue, qui avait fait des choses face au Paris Saint-Germain, je crois que c'est quand même un peu la solution pour voir un peu de spectacle avec le PSG. Certains me diront, oui, mais c'est pas ça, le football, faut tenir et on sait jamais. Moi, bref, j'ai pris mon pied samedi à voir et le PSG et Toulouse. Donc, merci à Toulouse, mais je crois que j'ai oublié quelqu'un. Merci aussi à lui. Il est petit, il fait 1m70 à peine, mais qu'est-ce qu'il est bon. Vitinha, c'est parti, deuxième poteau, c'est pour Joao Neves qui remet dans le paquet, ça revient sur Zabarni qui va vouloir frapper, c'est maintenant pour Bradley Barcola, le Dembélé la reprise, Joao Neves le retourne acrobatique, goal, 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 retourné acrobatique pour notre petit soldat, pour ce merveilleux joueur qu'est Joao Neves, quel gamin, goal pour le PSG, 7e minute de jeu, ça c'est du boulot les enfants, bien joué, bravo Paris. La frappe peut-être d'Achraf Hakimi de loin, non, ce sera pour Beraldo, Hakimi qui centre, c'est encore un retour acrobatique, le deuxième, goal, Joao Neves, goal, ce gamin est fou, ce gosse est fou, goal, Joao Neves, wouhou, retourné acrobatique, épisode 2, amorti la poitrine, boum, il met le deuxième petit filet gauche, il est dingue, Joao Neves, le doublé de Joao Neves, qui regarde le parquage en faisant, ouais, 2-2 c'est pour moi, à nouveau retourné acrobatique, et là ils lui ont tous sauté dessus, ils sont tous morts de rire. C'est pour Kvaratskhelia, côté gauche qui s'est excentré, qui va rentrer dans la surface de réparation désormais. Kvaratskhelia, il veut se mettre sur son bon pied, il va servir Mbaye, mais Joao Neves qui va frapper, goal, le triplé de Joao Neves, une frappe pleine lucarne, goal, il est tout aussi beau que les deux autres, c'est exceptionnel, une sacoche en pleine lucarne de Joao Neves, 6-1. 100% PSG, la tribune. Oui, Joao, on t'aime. Après cette petite mise en bouche, les amis, au sommaire de ce podcast, la belle victoire du Paris Saint-Germain samedi soir à Toulouse, 6-3. Paris est déjà en tête du championnat alors que cette équipe est à 30-40% de capacité à peine. On ouvrira bien évidemment ce podcast avec le j'aime pas du match face au TFC. On va faire ensuite de la place, oui, on va pousser un petit peu les meubles pour parler de notre petit prince, que dis-je, notre joyau. Neves est-il le milieu de terrain parfait? Voilà, la question est posée. Oui, j'ai pas peur. On est comme ça. On dénonce dans cette émission et on va en parler de Joao Neves et de sa prestation qui a mérité 10 dans le journal L'équipe. Ensuite, on sortira le bulletin de notes du PSG. Le mois d'août est passé. Quelle note pour ces 30 premiers jours à peine de compétition sans préparation ou de compétition pendant préparation? On évoquera aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions et je vous sors la phrase quand j'ai regardé la télé en train de regarder le tirage au sort. Mais c'est quoi ce tirage de... Vous voyez à peu près la suite et on parlera aussi du mercato parce qu'on est le 1er septembre, ça se termine à 20h en France et ça s'emballe partout. Le réseau X est un sapin de Noël, ça... Il y a des transferts dans toutes les 3 secondes du côté du marché français et du côté du Paris Saint-Germain. Énormément de départs, mais pas d'arrivée. Sur ce, on passe à la présentation de l'équipe. 100% PSG, Bruno Salomon, la tribune.
Qui compose l'équipe du jour? Alexandra Flalo, journaliste que vous pouvez lire dans les colonnes du Parisien, mais aussi dans l'équipe Mag. Coucou mon Alex. Mais bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. L'homme qui fait chanter les supporters, Ouais, je vous invite à taper. Ouais, Moi, je ne sais que les écouter. Non, mais oui, c'est ça, mais c'est en tout cas les articles intéressants sur les origines des chants dans les tribunes et je trouve ça passionnant. Merci cher mon ami. Bruno. Bienvenue à toi. Merci, mon Bruno. Tidiane Yembo, journaliste chroniqueur au Winamax FC, à la chaîne L'équipe, mais aussi chez Combiné Sport et désormais ici à Paris, Île-de-France. Salut Tidiane. Salut Bruno, salut tout le monde. Bah écoute, très très content Oui. d'être là. Oui, parce qu'en fait, il y a un truc. Ça fait l'année dernière, il est venu, mais quand il y avait Romain. Mais on n'a jamais fait d'émission ensemble, à part sur des plateaux télé. Et je suis ravi de te recevoir. Et bah, je suis très content dans la d'être là. famille, Et... chez les fous. Donc je t'ai dit bienvenue chez les fous. Écoute, il n'y a aucun opportunisme de rejoindre l'équipe l'année d'un titre de champion d'Europe. Voilà, faut qu'il y ait tout de suite cette confusion qui soit écartée. Voilà. Mais écoute, en tout cas, très content d'être là et puis de vous accompagner. Welcome board, en tout cas. Et enfin, le patron est avec nous. Il est en charge du site canalsupporter.com. Jonathan Bensadoun. Salut Jonathan. Salut à tous. Ça va? Ça va, tranquillement. Bien, comme un champion d'Europe. Exactement, comme un champion Super d'Europe. champion d'Europe. Oui, c'est vrai. Voilà, ne pas oublier le super champion d'Europe. C'est très surtout important. pas. J'adore ce chant dans les stades, je vous le dis désormais, des supporters parisiens. Tu arrives au stade champion d'Europe. Ça calme, ça fait du bien. Tu vois, toujours ça te rappelle un petit peu des bons souvenirs. En tout cas, ce Paris Saint-Germain, les copains, qui s'est imposé du côté de Toulouse, 6-3, triplé de Neves, doublé de Dembélé, but de Barcola, double arrêt sur penalty de Lucas Chevalier, 2 buts encaissés dans les derniers instants, histoire de pimenter la fin de soirée. Paris, leader avec les morts-vivants de Lyon, qui 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Ils ont battu, félicitations à eux, bien évidemment, aucune ironie. 1-0 hier soir face à l'Olympique de Marseille. On attaque avec les j'aime pas, messieurs, vous me permettrez, je me retourne vers le dernier arrivé dans cette tribune. Je quitte le plateau immédiatement. Puisque c'est comme ça, voilà. Je me barre. Tidiane, c'est à toi, ton j'aime, s'il te plaît. Bah, moi, j'ai aimé l'appétit et globalement l'attitude montrée par le PSG hier hier samedi, pour ce qui n'était qu'un simple match de Ligue 1 face à Toulouse. Je dis qu'un simple parce qu'aujourd'hui, on voit le PSG dans une autre galaxie avec des ambitions qui vont aller peut-être un peu plus sur la Coupe d'Europe. Mais dans les questionnements qu'on avait justement post-Ligue des Champions, c'était de savoir quel levier pourrait utiliser Luis Enrique pour entretenir la motivation. Et donc moi, j'allais être très attentif au langage corporel de l'équipe dans ce début de saison. Et moi, de voir une équipe comme contre Toulouse, c'est-à-dire montrer beaucoup d'appétit très rapidement dans la rencontre, vouloir faire main basse sur la partie, vouloir montrer de l'autorité, je trouve que c'est très positif. Et ça nous envoie déjà, je ne vais pas dire un message, mais au moins un signal par rapport à cette fameuse motivation. Oui, malgré un groupe qui n'a pas beaucoup évolué, malgré une saison quasi parfaite, c'est aussi à travers ce type de match, des matchs de reprise, des matchs un petit peu, je ne vais pas dire confidentiels, mais des matchs de Ligue 1 comme ça qu'on voit quelle est la motivation. Et moi, je vois une équipe qui a l'air en tout cas toujours motivée. Et ça, je trouve ça très positif. Jonathan, le retour des démarrages pieds au plancher. On avait vu ça contre la Coupe du Monde des clubs. Là, bim, tu pars bille en tête sur la première mi-temps pour te mettre très vite à l'abri. C'est vrai que samedi, Toulouse a volé en éclats. Tu sens que quand Paris met le pied sur l'accélérateur, on avait un peu oublié ça avec le début de saison. Et ce qui est normal, quand Paris accélère, ça fait mal, quoi. Honnêtement, le premier quart d'heure, tu as 3-0, 2 ciseaux, le but de Barcola avec cette merveille d'ouverture de Fabien Ruiz à la David Beckham. Tu es là, tu fais bon, d'accord, ok. On n'a pas perdu notre magie, en tout cas, de la Ligue des Champions et de l'année 2025 plus globalement. Mais ouais, honnêtement, c'est le premier match où, en plus, on en parlera un peu après, c'était après le tirage au sort de la Ligue des Champions, où tu te dis, bon, c'est la 2e année, on va voir, tu as eu un tirage difficile, est-ce que ça va le faire? Tout le monde s'est vraiment renforcé, on voit que ça a été vraiment la course à l'armement partout en Europe et que Paris a été plus calme. Et quand tu vois ce match-là et tu vois la première mi-temps et vraiment la première demi-heure, tu te dis bon, ok, Paris garde encore son statut d'une des meilleures équipes d'Europe parce que cette équipe reste encore impressionnante et avec encore en plus, je trouve quelques manquements dans cette équipe et moi ils m'ont impressionné, hein, franchement, la première demi-heure.
Ça permet de se mettre en plus à l'abri rapidement, Alex. Comme ça, au moins, tu peux gérer aussi les charges physiques. Moi, l'écho qui nous est revenu, c'est que la semaine dernière a été très intense en termes de travail au camp, j'allais dire au camp des loges, au campus, bien évidemment. Oui. Mais voilà. Peut-être au camp des loges aussi, mais c'était pas le PSG que ça concernait. C'est ça, tout à fait. Ils n'ont pas pu jouer Versailles au camp des loges ce C'est week-end, ça. ce qu'il a plu. Non, mais je crois que. Comme le disait Tidiane, justement, en fait, notre objectif, l'objectif du Paris Saint-Germain cette année, c'est de rééditer ses performances en Coupe d'Europe, et ça passe par. Je crois que Luis Enrique l'a prouvé la saison dernière, ça passe par un investissement de tous les jours en Ligue 1. Tu peux pas être à ton meilleur niveau dans les matchs où c'est important si t'es pas à ton meilleur niveau dans les matchs où ça l'est pas, entre guillemets. Et c'est comme ça en fait que tu maintiens un niveau d'exigence, que tu maintiens un niveau de tactique et technique tout simplement. Et oui, alors les 2 premiers matchs c'était un peu compliqué parce que. T'es d'accord avec moi sur le début quand je dis merci à Toulouse qui oui, ouvre un peu le oui. jeu ou Oui, non mais moi j'ai eu certains me sont tombés dessus. Certains journalistes à Toulouse me disaient mais c'est pas ça le football. Non, mais bien sûr que si. Moi j'ai eu ce débat avec un très bon ami à moi qui est supporter de Toulouse justement, qui me soutenait mais vraiment mordicus que son équipe aurait dû garer le bus et surtout le Airbus à Toulouse du coup. Bonsoir. Blague de qualité, ça commence très très fort. Bah oui. Faut avoir la Tidiane est en train de se dire oh putain donc J'apprécie. donc il fallait garer le 380. Il fallait garer 380 et je lui disais mais enfin en fait tu peux pas vouloir ça du foot déjà genre tu vas perdre dans tous les cas donc au moins essaie de jouer un peu quand ils ont penalty à la fin de la première mi-temps à 4-1 on se dit qu'ils vont revenir à 4-2 le match peut être quand même relancé à minima il y a du suspense il y a du spectacle enfin je veux dire c'est totalement différent mais effectivement il y en a certains qui vont te dire ah bah non il faut pouvoir tenir le fort parce que sur une contre-attaque on sait jamais ça peut faire un 0. C'est pas mon idée du foot, après voilà, ça peut être l'idée du foot de certains. Est-ce que Nantes et Angers ont été plus proches finalement de gagner le match ou de ramener quelque chose que Toulouse? Ils ont jamais indépendamment de la notion de plaisir, puisque moi je peux comprendre que nous on a un regard extérieur, donc le côté, l'intérêt du match il passe par le côté spectaculaire, et donc moi je peux comprendre aussi le point de vue de ceux qui disent que vaut mieux fermer, mais moi je trouve qu'il y a un enjeu qui va plus loin pour ces clubs-là et pour notre football. On est quand même dans un moment où il faut essayer d'intéresser les gens, de les faire venir au stade, les faire venir devant la télé. Et moi, même en étant satisfait de voir le PSG prendre 6 points contre Angers et Nantes, je me suis quand même beaucoup moins ennuyé samedi lors du match contre Toulouse, et donc je me mets à la place d'un spectateur ou d'un supporter totalement neutre, et j'imagine qu'il ressent la même chose. Donc faut peut-être aussi sortir de ces enjeux un petit peu personnels et voir avoir un regard un petit peu plus global. En ce moment, il faut que la Ligue 1 retrouve de l'attractivité, et ça passe aussi par du spectacle. En tout cas, ce qui est sûr, pour vraiment la sortie du stadium, les gens, tu vois, c'était pas les supporters dépités en train de se dire oh, à Nantes c'était le cas, les mecs étaient en train de se dire mais enfin c'est quoi ce bazar, alors que là les gens ont vu du spectacle, ont vu leur équipe revenir sur 2 buts fin de match avec un peu de mentalité et tout. Moi je suis persuadé que ça leur ramènera un peu de monde au stade. Quasiment un 6-4 parce que les 2 pénaux qui sont sortis de suite par Chevalier, donc au final il y a 3 buts d'écart au tableau d'affichage, mais il peut y en avoir que 2. Tu vois, entre les 2 buts d'écart que là t'as au bout et puis les 1 but d'écart des 2 premiers matchs. Bon, encore une fois, je sais pas, mais puis même pour ces équipes, pour capitaliser pour la suite, comment tu capitalises sur un match où t'as rien fait, où t'es pas sorti, où t'as joué dans tes 30 mètres, et l'autre où t'as été capable de te projeter, de jouer un petit peu plus en transition, donc... Mais bon, après, c'est une question de point de vue. Moi, j'ai pas envie de... S'il y a des supporters qui préfèrent voir leur équipe ne rien faire et attendre, ça les regarde, et puis c'est leur droit. Non, mais c'est vrai, c'est leur droit. Le football est pluriel. C'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce match-là, c'était un peu la régalade. Mon cher Jonathan, ton j'aime, s'il te plaît. Eh bien, mon j'aime, c'est justement, ça revient un peu sur la qualité du match, mais en me disant que depuis le début de la saison, j'ai pas été encore vraiment convaincu par la ligne offensive, par tous les offensifs même. Alors, Barcola marque certains buts, il arrive à créer certaines différences, mais je le sens pas encore à 100%. Gvara, depuis la Coupe du Monde des clubs, je le sens pas non plus. Désiré Doué, je trouve qu'il force un peu. Même Dembélé, alors il met un doublé sur penalty, il a un rôle plus reculé, mais disons que moi, ce qui me satisfait en tout cas plus globalement, c'est de voir le niveau du Paris Saint-Germain qui monte de match en match, que tu fais un sans faute, puisque tu gagnes la Super Coupe d'Europe, tu es à 3/3 en Ligue 1, et tu fais tout ça
en ayant une ligne offensive qui faisait partie de tes points forts la saison dernière, qui je trouve a encore un peu du sable dans les chaussures, on va dire. Il y a encore un peu l'odeur du monoeil sur leur peau. Donc ça fait plutôt donc c'est plutôt encourageant. Et je me dis, ok, là on a une vraie marge de progression à venir. Et je trouve même, ce que je trouve positif, c'est que ça rebat un peu les cartes aussi en termes de concurrence. Parce qu'on a l'impression que c'est immuable, c'est Kvara, Doué, Dembélé. Mais là, avec Barcola qui a démarré le match, et comme j'ai dit au préalable, je trouve que Kvara a un peu plus de mal depuis la Coupe du Monde des clubs. Je trouve que Barcola a une vraie carte à jouer. Et ça, donc ça relance un peu la concurrence en attaque, et c'est pas pour me déplaire, encore une fois. Et alors même avec Ibrahim Mbaye aussi qui a de plus en plus de minutes, etc. Donc voilà, je sens qu'il y a aussi ça qui se met en place, c'est de me dire que cette équipe est commence à redevenir monstrueuse et rouleau compresseur. En plus de ça, avec une attaque qui, je trouve, n'est pas fantastique, quoi. Alors Kvara, c'est pas du monoeil, c'est de la biafine, parce que je vous rappelle. Oh là 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 là. À voir cette photo les crevisses exceptionnelle de lui sorti de la plage rose. Voilà, un Anglais à la plage. Il a liqué le maillot third. Il a liqué le troisième maillot. C'est ouf. Pardon. Tidiane, c'est vrai que cette équipe arrive. C'est Vitinha qui marque face à Nantes, c'est Fabian Ruiz qui marque face à Angers, c'est le triplé de Joao Neves. C'est vrai que les solutions sont nombreuses, et c'est vrai que les solutions offensives pour l'instant, oui, Dembélé a marqué, mais c'est pas encore du grand Dembélé. Doué a du mal à s'imposer sur ses petits crochets ou autres, tout ne passe pas. Non, mais c'est une thématique sans être un problème. Donc, quelque part, c'est aussi ça qui est rassurant. C'est-à-dire que même pendant la Coupe du Monde des clubs, je suis d'accord avec Jonathan, c'est une question qu'on se posait quand on voyait match après match un Hakimi, un Fabian Ruiz être décisif. On s'est dit, bon, la ligne offensive, en plus Dembélé était absent sur blessure, donc on se posait aussi les mêmes questions. Et on se rend compte qu'en fait, dans ce qu'est l'essence du jeu du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est pas un énorme souci. Moi, je suis d'accord sur Kvaratskhelia. Je trouve il a un langage corporel qui est pas super positif, et tu sens qu'il a besoin de reprendre du rythme. Peut-être qu'un Désiré Doué, lui, qui a un coffre un peu plus important, on le sent un peu plus prêt. Barcola, c'est aussi peut-être une question de continuité et de confiance. Donc, c'est des problématiques qui sont différentes. Mais à partir du moment où tu as une équipe qui assume d'attaquer ensemble, de défendre ensemble, que les défenseurs sont les premiers attaquants et les attaquants les premiers défenseurs, moi, tant que ça gagne les matchs et qu'il y a toujours cet effet d'émulation, et puis surtout des copies qui sont conformes à ce que l'entraîneur souhaite en fait mettre en place, pour moi, c'est pas un problème. Mais je comprends que ça nous alerte, parce que aujourd'hui, on est dans cette recherche du détail, et une équipe aussi bien armée offensivement, on attend aussi que les joueurs offensifs soient au diapason. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que c'est mon j'aime, justement. C'est ça le paradoxe, c'est que se dire on est bon sans avoir des offensifs aussi bons. Ça veut dire, comme tu dis de Sidiani, c'est que les autres font le taf et qui respectent parfaitement les consignes de Luis Enrique, quoi. En tout cas, les offensifs sont attendus pour l'instant. C'est sur penalty pour Dembélé, et très beau face-à-face pour Bradley Barcola. Samedi soir, bien évidemment, face à Toulouse. C'est ton j'aime, s'il te plaît, Alex. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais vous parler d'un garçon qui a pris 2 grandes décisions dans sa vie. La première, c'est de se raser la tête alors qu'il perd pas ses cheveux, pour une raison qui m'échappe. Et la deuxième, c'est d'être un très grand gardien de but. Et la deuxième décision rattrape évidemment la première. Elle excuse la première totalement. C'est évidemment Lucas Chevalier. J'aimerais pas être à sa place. C'est paradoxal, je te dis, mais j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. T'arrives avec une pression de dingue pour un transfert quand même assez onéreux, dans une équipe qui est déjà toute faite, à la place d'un gardien que tout le monde adorait, qui a fait une saison historique. Et il faut rentrer très vite, très fort, t'imposer immédiatement dans ce nouveau rôle, et montrer que tu as les épaules, alors que fondamentalement, Lucas Chevalier, c'est un bébé dans ce milieu-là. Il a pas beaucoup d'expérience du très très haut niveau. Et le moins qu'on puisse dire, mais je pense qu'on en reparlera peut-être dans le bilan du mois d'août, c'est que son mois d'août, il est immaculé, quoi. C'est-à-dire que sur les 2 matchs où il a des choses à faire, parce que on va pas parler de Nantes et Angers où il a eu une très jolie place pour voir le match en carrière. C'est ça, en carrière. Il était dans la corbeille, c'est ça. Il manquait la chaise Quechua et le thermos de café. À part ces 2 matchs, enfin le match contre Tottenham où il
il est très bon sur ses interventions et puis il fait une séance de tir au but qui est très bonne. Et là, son enchaînement de pénaltys arrêtés, alors. Enfin, c'est pareil, on peut en reparler, mais les balls qu'il faut pour rester au milieu sur un penalty quand t'es gardien, ça, je crois qu'on se rend pas compte. Voilà, je suis admiratif. C'est rassurant de voir que c'est un garçon qui très rapidement montre de la confiance, de l'assurance, très peu de faiblesse, qui peut, voilà, il montre qu'il a la carrure pour cette position-là. Et voilà, je voulais juste lui dédier mon j'aime. Malgré cette boule à zéro que je ne comprends pas. Voilà. Et son jeu au pied qui est cherché, mais alors... il est très bon au pied. Il est, voilà, ouais. Avec ses bras ballants, là, il est là. Il est d'une facilité jeu au pied, Jonathan. Et on sent que là, vraiment, c'est les premières consignes qui lui ont été données par Luis Enrique et par son staff. On joue avec lui, et alors lui... il se régale, ça c'est son truc. Mais même si la différence elle n'est pas flagrante, parce que Donnarumma je trouve que quand même c'était amélioré aussi sur l'année 2025, mais tu sens effectivement qu'il est à l'aise en fait. Il n'y a pas cette petite demi-seconde que tu ressens d'hésitation avec Chevalier, c'est contrôle passe. Je vais te dire, simple, pour moi la différence elle se fait presque plus là-dessus que sur la qualité pure de son jeu au pied, puisque dans l'absolu c'est pas non plus un des gardiens de Ligue 1 qui a le meilleur jeu au pied. Par contre, comme tu dis, cette petite seconde d'hésitation qu'il n'a pas et qui permet peut-être de fluidifier le jeu sur un changement de côté ou sur un renversement, ça va servir le jeu de l'équipe. Mais moi je pense qu'il a quand même des progrès à faire sur le jeu au pied. 100%. Je lisais les commentaires de certains Lillois au moment où il y avait les rumeurs de transfert et eux étaient unanimes, et on va les croire, ils regardent les matchs peut-être plus attentivement que nous, que il n'y avait pas non plus un gap incommensurable sur la qualité du jeu au pied pur en tant que tel. Pour le coup, moi ce qui a tendance à me rassurer, c'est que vu ce que le staff du PSG a fait de Donnarumma, qui lui pour le coup avait des vraies lacunes, et comme le disait Jonathan, qui moi je trouve c'est vraiment amélioré. Enfin, franchement, sur les 2 dernières saisons, son jeu long notamment était d'une précision sans faille. Moi j'ai bon espoir qu'ils vont en faire une machine de guerre. Ça va devenir son très gros point fort. Il va avoir un jeu au pied incroyable, quoi. Et puis même je trouve que mentalement ce que fait Lucas Chevalier, ça montre quand même, parce que tu l'as dit Alexandre, je suis d'accord avec toi Alexandre. Oui, c'est vrai, effectivement, j'ai eu un trou de mémoire, excuse-moi, je vais être tout à fait honnête. C'est vrai que tu arrives en plus pour la Super Coupe d'Europe, mais dans la pire situation. Ça peut être pire pour lui. C'est-à-dire, tu commences dans un match qui est hyper important parce que c'est un trophée, et pas n'importe lequel, c'est un trophée jamais remporté dans l'histoire du football français. Il faut le dire, à un moment. Donc tu remplaces Donnarumma, qui a été quand même un des éléments forts, peut-être même le plus fort sur la campagne de Ligue des Champions qui te permet de la remporter. Tu fais une bourde. Donc quand même, c'est-à-dire que tu vas recevoir quand même, tout le monde te regarde, tu fais une bourde, tu as une séance de tir au but, là où c'était le point fort de Donnarumma, là où vraiment, si tu dois miser sur un gardien de but dans le monde entier, tu mises tout de suite tout ton argent sur Donnarumma. Finalement, il arrive à en enlever un. Là pareil, il arrive en Ligue 1, 2 premiers matchs où il n'a rien à faire, et il arrive dans ce match-là, il a 2 pénaltys, il enlève les 2, honnêtement, j'ai envie de te dire que moi, mentalement, je trouve que ça montre quand même que ce garçon, il est prêt à tout affronter, quoi. Et moi, c'est au-delà des qualités de footballeur et de gardien de but. On avait vu justement ces dernières années, avant l'arrivée de Donnarumma, que mentalement, ça pouvait faillir du côté du PSG avec les Areola, Trapp, consorts. Moi, avec Lucas Chevalier, je vais à la guerre avec lui, j'ai aucun problème, quoi. Il a peur de rien, ça se voit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a marqué de son empreinte finalement sur un match de Ligue 1. Quand tu parlais de bourde, ne jamais oublier que Marquinhos, sur son premier match de Coupe d'Europe, avait fait une bourde monumentale face à l'Olympiakos Pirée, et derrière marque en seconde période. Et là, tu te dis, moi je me rappelle de notre consultant à l'époque, Pierre Ducrot, qui m'a dit, se relever de ça alors que tu as à peine 19 ans, de faire n'importe quoi en première mi-temps et de tourner. Après, il joue arrière droit dans mes souvenirs au tout début aussi. Non, mais j'avais trouvé, j'ai trouvé le truc un peu sympa, et c'est vrai que dans ces cas-là, tu peux plonger, mais lui, il est resté debout. Exactement. Lucas Chevalier. Tidiani, ton j'aime pas, s'il te plaît. Moi, j'ai moins aimé les entrants. Les entrants du match contre Toulouse. Alors rien de personnel, puisque c'est des joueurs qui ont apporté leur contribution à la très belle saison dernière, et puis je pense qu'intrinsèquement ils ont tous de la qualité. On voit encore aujourd'hui un Lee Kang-in qui peut faire l'objet de convoitises en Angleterre, donc ça montre bien que même la qualité des remplaçants du PSG est reconnue, mais il y a la qualité, il y a ce qu'ils sont capables de fournir. Et même s'il y a la fin de match contre Tottenham qui peut agir un petit peu en écran de fumée parce qu'ils ont été pour le coup vraiment décisifs, ils ont tout fait basculer. Moi je trouve que à l'image du match contre Toulouse, il y a parfois des rentrées, des fins de match, ou voire même parfois des matchs où ils profitent de la rotation, où je vois un gap
encore trop important avec ce que sont aujourd'hui les 12-13 titulaires. Alors, bien sûr, c'est pas facile quand tu dois prendre ta chance en n'ayant pas forcément énormément de temps de jeu, quand tu aspires à plus, parce que certains sont des joueurs internationaux qui s'imaginent peut-être titulaires dans cette équipe mais du là, PSG. toi, tu vois qui en fait? Parce que moi, je sais pas, Warren, je le trouve pas mal dans son entrée. Non, c'est ou Mbaye. Non, c'est peut-être Mbaye que tu cibles. Ou est-ce que c'est vraiment Non, c'est vraiment ils apportent pour moi pas une remarque globale. hein, Je vais te dire, par exemple, très, très basiquement, les premiers changements arrivent à la mi-temps. La deuxième mi-temps, il y a 2-2. Quand il y a tous les changements qui sont faits à l'heure de jeu, Toulouse nous bat 2-1. Donc voilà, moi, encore une fois, pour moi, on est là sur ce fameux ultra-détail, cette recherche de l'ultra-détail. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut entretenir cet esprit compétitif dans un groupe qui va encore vouloir tout gagner. Et moi, j'attends des remplaçants, à l'image de, par exemple, même Kvaratskhelia, je trouve que son entrée est pas irréprochable non plus, même le côté un petit peu strottine, les replis, bon, tu sens qu'on n'a pas encore le chien fou qu'on avait la saison passée. Il est un peu en dedans, Guevara, en vrai, depuis le début de saison, là, voilà. Depuis le retour, on voit que le coup de soleil, là, il s'en est pas relevé. Ouais. Hein, Donc non, moi c'est vraiment, après, encore une fois, on est peut-être sur du pinaillage, mais on en est là avec ce Paris Saint-Germain. Moi j'aimerais que les entrants soient plus impactants encore qu'ils ne le sont et qu'ils soient vraiment une solution, presque même une source de casse-tête pour l'entraîneur aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que pour certains, alors je sais pas, je vais faire un peu de détails parce que on en parlait. Bon, Kvara, on a compris. Pour l'instant, il a encore une valise de sable dans les chaussures. Le petit Mbaye, moi je l'ai trouvé moyen, mais bon, tu mènes 6-1 au moment où il rentre, c'est un peu compliqué. Mbaye, moi je le sors de l'équation parce que c'est un jeune, il a quoi? Il a 17 ans. Ouais. Il a 17 ans. Là, c'est vraiment, moi je suis juste content qu'il joue parce qu'en fait, il est en période vraiment d'intégration dans le groupe. Il a commencé à avoir des bribes de temps de jeu la saison dernière et là, ça devient systématique. Donc ça, c'est positif. Moi vraiment, en fait, je voulais juste insister sur un truc qu'a dit Tidiane, c'est-à-dire que en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain, le seul poste où il y a un doute, c'est un des deux ailiers. En fait, est-ce que ça va être Barcola, est-ce que ça va être Kvara, est-ce que ça va être Doué? En fait, c'est que là où il y a pas un titulaire indiscutable. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'est à la fois ça a été à la fois la plus grande force du Paris Saint-Germain et ça peut devenir un problème. C'est qu'en fait, il y a un tel gap, un tel écart de niveau qui s'est créé entre les 11 titulaires, on va dire les 12 titulaires, avec si on inclut l'ailier Barcola, Kvaratskhelia, peu importe qui est titulaire, et le reste de l'effectif, qu'en fait, ça a permis à ces 11-12 là d'aller chercher la Ligue des Champions assez confortablement. Et en même temps, ça limite le nombre de solutions pour Luis Enrique, qui en plus de ça a pas l'air décidé non plus à aller chercher sur le marché des transferts des solutions et des renforts. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, moi je suis content de voir un Warren Zaïre-Emery qui effectivement retrouve un peu de son niveau et de son énergie, ça je suis très content. J'aimerais qu'il ait vraiment qu'il puisse soulager un peu Joao Neves justement dans cette saison qui va être très compliquée, d'autant qu'ils ont je pense des qualités qui peuvent être en tout cas on va dire substituables. Warren, juste un truc, c'est une bonne. Enfin moi, perso, je sais pas pour vous. La non-sélection. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, il va pouvoir bosser. Mais, oui, très bien. Au lieu de, je sais pas. On en est à une époque où toute non-sélection est accueillie. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est terrible. Non, mais c'est vrai. Franchement, ils vont nous foutre des matchs internationaux là, alors qu'on sort d'une période de fou. Moi, franchement, de le laisser au frigo 2 minutes, là, ça y est, genre. Mais oui, il va pouvoir bosser 2 semaines. Il va avoir tonton Louis qui va s'occuper de lui pour. Je dis pas. Pardon. Mais voilà, mais juste pour finir, là du coup j'ai le banc Saudi, Pacho normalement est titulaire, mais Beraldo du coup ne l'inquiète pas. Marquinhos était remplaçant, là c'est Zabarni n'a pas encore prouvé en tout cas qu'il serait un problème par rapport à la place titulaire de Marquinhos. Gonzalo Ramos, on sait les qualités qu'il a, mais on sait aussi les qualités dont il manque. Safonov, je n'en parle pas. Lucas Hernandez, il a beaucoup de mal à revenir à son meilleur niveau, alors que justement ça pourrait être un excellent complément, un excellent titulaire bis dans cette équipe-là. Et Kanguinli, pareil, on sait les qualités qu'il a, on sait les qualités dont il manque. Donc c'est toujours c'est un peu, voilà, il y a un gap qui s'est créé qui malheureusement aujourd'hui est peut-être un des gros trucs de cette équipe-là. Il y a que 12 joueurs en fait qui sont vraiment
excellentissime, quoi. Même si les autres suffisent pour la Ligue 1. Clairement. Faut rappeler aussi ça, parce que on est quand même sur des débats de riches. On va quand même pas perdre ça de vue. Mais on est sur un niveau d'exigence qui est absolu. Tu es champion d'Europe. Ouais, c'est clair. Tu cherches à minima garder le niveau que tu avais, voire même l'augmenter, parce que, comme l'a très bien dit Jonathan, les grosses places fortes européennes, ça s'est renforcé, et ils n'ont pas pris que 2 joueurs pour certains. Liverpool est encore en train de faire sauter la banque à l'heure où on se parle. Donc il faut aller chercher ce détail, et encore une fois, ce qui a été l'un des, je trouve, points forts de la saison dernière, c'est aussi l'émulation que Luis Enrique a réussi à créer en impliquant tout son groupe, jusqu'à peut-être City. Jusqu'au mois de janvier, février, on avait énormément de rotation. C'est aussi ce qui a permis d'avoir de la fraîcheur sur la fin de saison. Donc encore une fois, je pense que pour la Ligue 1, pouvoir s'appuyer sur Ramos, sur Zaïre Emery, sur Lee, bien sûr que ça suffira. Mais encore une fois, on n'appuie pas sur un bouton pour les matchs de Ligue des Champions en se disant que le niveau va augmenter. Donc, faute de recrues, je pense qu'il faut que le banc soit une source de motivation plus importante pour les titulaires qui se disent que leur place, elle n'est pas non plus totalement acquise. En tout cas, là, c'est vrai que ça on ressemble à un 11 de départ, même tout de suite. Il veut peut-être être prêt pour l'Atalanta Bergame. Je vous rappelle, ça sera le premier match pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des Champions. On aura l'occasion d'en reparler. Ton j'aime pas, s'il te plaît, Jonathan. Et bien, sans vouloir faire une fixette, et ça rejoint un peu justement le j'aime pas aussi de Tidiani, c'est le niveau de Beraldo. Honnêtement, moi, comment dire, il y a eu ces rumeurs après la Coupe du Monde des clubs d'un potentiel départ, 30 millions d'euros, etc. 10 minutes après la fin du match. Vraiment, il y avait... C'est terrible. C'est Loïc, faut le dire, qui l'a sorti. J'ai l'impression qu'il était dans les brouillons, vraiment. Il y avait coup de sifflet final, il l'a balancé. C'est ça, c'était extraordinaire. C'est parti très fort. Mais et je trouve qu'honnêtement, alors maintenant ça va faire 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Et honnêtement, depuis 2 ans, alors il y a eu effectivement ces quelques matchs contre Aston Villa, sa bonne entrée contre Liverpool, mais sinon je trouve pas qu'il ait le niveau, quoi. Honnêtement, et ce qui est fou, c'est que Pacho est rentré à la mi-temps. En plus, il est rentré dans une plutôt défense à 3 sur le côté gauche, et en fait, il a fait le taf que n'a jamais fait Beraldo en quelques minutes. C'était un père de famille, Pacho, qui est rentré en district, qui pose la cigarette en disant les enfants, je vais voir ce que c'est le football. Voilà, on va arrêter les bêtises. Quoi. Alors qu'il est là depuis 1 an, et Beraldo, ça va faire donc 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et alors il a un très bon jeu au pied, et quand il n'est pas mis sous pression, c'est vraiment un joueur élégant, il n'y a rien à dire. Mais dès qu'il faut défendre en 1 contre 1, je le trouve vraiment en difficulté. Et en fait, ça appuie un peu sur le propos que disait la Tidiani tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment, je sens la différence entre le 11 titulaire et sur le banc, qui est quand même assez flagrante, et même je trouve que Beraldo vraiment moi ne me rassure pas, et même au poste de latéral gauche ou en défenseur central, ça me rassure pas, quoi. Je profite que tu soulignes Beraldo, l'entrée de Pacho, etc. On a compris que on avait un Luis Enrique qui était dans ses maintenant on avait une équipe qui avait des automatismes, mais on a quand même une petite nouveauté. Cette défense à 3 centraux, Tidiani, ça peut être une des solutions cette saison pour faire jouer Marquinhos, Zabarni, Pacho ensemble. Et pour la première fois, on a vu vraiment Pacho se mettre là. Pas l'une des premières fois, c'était pas la toute première, mais est-ce que c'est un signe que cette défense à 3 pourrait apparaître au Paris Saint-Germain ? Moi, la défense à 3 avec ballon, pour moi, était déjà en vigueur une bonne partie de la saison passée. Mais avec 3 centraux de métier. Mais pour moi, là où est on va dire le petit message de samedi, c'est effectivement sur qui occupe ces postes-là. Ouais. Et Beraldo, qui initialement avait quand même souvent été balancé par Luis Enrique au poste de latéral gauche, donc central gauche quand tu as le ballon, mais latéral gauche quand tu ne l'as pas. Là, tu vois que même avec l'entrée de Pacho, il préfère laisser Beraldo dans l'axe que de remettre Pacho à son poste, parce que peut-être qu'il a compris que Beraldo, quand tu le mettais sur le côté, il avait beaucoup trop d'inconfort. Et puis l'autre message, c'est qu'à la base, il y a quand même un défenseur à 50 millions d'euros qui est champion du monde, qui était censé pouvoir rentrer pour jouer latéral gauche, et que tu as préféré faire rentrer Pacho. Donc pour moi, il y a ces 2 messages-là. C'est Beraldo
ne sera peut-être plus utilisé en latéral gauche parce qu'il y a trop de fébrilité et qu'à la limite, c'est peut-être moins préjudiciable dans l'axe, paradoxalement. Et puis que Lucas Hernandez, aujourd'hui, représente une option numéro 4, voire numéro 5, alors qu'à la base, il n'est pas venu pour ça, quoi. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Lucas Hernandez n'avait pas rentré du tout. Ça, c'est bon de l'avoir souligné. On termine les gemmes. Même Lee Kang-in, par ailleurs. Oui, il n'a pas joué une seule seconde. Moi, honnêtement, quand je voyais, je me suis dit, est-ce que très triste. Non, mais je me suis dit honnêtement, est-ce que peut-être il n'y a pas un transfert qui va arriver à la dernière minute parce qu'il joue pas? Oui. On rappelle l'information d'Abdellah Boulma dans cette émission, c'est que si Lee Kang-in part, c'est le seul moment où le Paris Saint-Germain bougera dans le sens inverse sur un achat. Bien, là, il reste 9 heures. Il faut aller très vite. Ça veut dire que tu as déjà une piste en réserve, hein, j'imagine, connaissant le Monaco, voilà, un joueur monégasque, tout ça, on ne sait pas. Il nous avait expliqué ça, c'est qu'il fallait vendre absolument Lee Kang-in, c'était le seul qui, s'il était vendu, serait remplacé. Alex, pour terminer, ton j'aime pas, s'il te plaît. Assez rapidement, je suis toujours un peu peiné par l'image du petit pépin physique de Ousmane Dembélé, même si on n'a pas eu de nouvelles, je crois. Le PSG n'a pas voulu communiquer hier, parce qu'en fait, en gros, ça a été un peu pour faire la coulisse de la zone mixte. En fait, les gens qui s'occupent de la communication sont venus nous voir en disant il paraît que Ousmane a parlé d'un IRM, donc on leur dit oui sur Ligue 1+. Ah ok, donc là ça a été un peu l'affolement, ils sont allés non mais attends, il l'a vraiment dit, c'était un peu la panique pour eux, et parce qu'ils étaient là non mais il se passe rien. Et hier, pour avoir essayé d'avoir des infos, personne n'a sorti effectivement, et on nous a dit no news, donc ça devrait être réglé aujourd'hui avec le staff médical de l'équipe de France. Donc en fait, il va aller avec l'équipe de France à Clairefontaine. Il va faire constater. Voilà, il verra après ce que ça donne. Et après vacances. En fait, deux choses. La première, c'est que déjà, moi, ça m'inquiète par rapport à Ousmane Dembélé froidement, parce que c'est une zone du corps, les ischio-jambiers, où il s'est quand même pété un certain nombre de fois. Donc le fait qu'il ait une alerte aux ischios sur une période très très énergivore comme ça, au moins il a eu la présence d'esprit de s'arrêter tout de suite. Enfin, il n'a pas forcé, et ça, je pense que pour le coup, il connaît assez son corps maintenant, et il est assez prudent pour pas faire de bêtises. Donc déjà, moi, j'ai pas envie de perdre Ousmane Dembélé, évidemment, pour le PSG, et aussi parce que je l'ai sur MPG, je l'ai chopé à la côte, donc je suis quand même assez content. Un petit gazon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et par ailleurs, j'ai un peu peur aussi, parce que je vois aussi dans les autres championnats européens comment ça se passe, et les blessures qui commencent à tomber, et les noms qui commencent à rapidement rejoindre les infirmeries. J'ai un peu peur que ça devienne une récurrence, quoi, que les joueurs du Paris Saint-Germain, tout aussi talentueux qu'ils soient et tout aussi bien gérés qu'ils soient, ne résistent pas physiquement à cette saison qui est beaucoup trop longue, qui est beaucoup trop intense, et ça ne va pas s'arranger, parce que dans 15 jours, la Ligue des Champions commence, et voilà, donc moi je suis un peu... Sans compter ceux qui vont prendre des heures d'avion là en plus dans le cornet dans les 10-15 jours à venir. Moi franchement, il y en a un en particulier qui m'inquiète, qui s'il se pète pas cette saison, c'est un miracle, c'est Achraf Hakimi. Mais Achraf Hakimi, si cette saison, avec tous les matchs qu'il a à jouer, il se fait pas 2 fois les croisés, c'est un miracle. Alors. Mais après, je lui souhaite pas. Hein, bien sûr qu'on lui souhaite pas. Mais déjà, quand on voit qu'il est pas non plus à son meilleur niveau depuis le début de saison. On en a pas beaucoup parlé, mais à la fin de match, il y avait pas que Dembélé. Je sais pas si la télé. Fabien Ruiz aussi s'est tenu entre jambes aussi en disant, il a dit je continue, et lui a forcé pour rester dans le 11. C'est vrai que c'est l'épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête pour toute la saison. C'est clair. Et alors Fabien Ruiz, il utilisait pas du tout son pied gauche à chaque fois, et il forçait surtout sur le pied droit. Donc à voir effectivement là-dessus, mais pour revenir sur Dembélé, je vois effectivement là entre le 30 avril et là justement aujourd'hui, il y a déjà eu donc une alerte aux ischios, c'était le match contre Arsenal, si je dis pas de bêtises. Après il y a eu donc sa blessure à la cuisse avec l'équipe de France qui lui a fait manquer le début de la Coupe du Monde des clubs, et là cette petite alerte aussi à l'ischio. Attention. Attention, on a eu un Dembélé effectivement assez frais qui ne s'est pas beaucoup blessé depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Là, il y a eu quelques petits pépins qui se sont enchaînés. On sait que c'est un joueur fragile de base. Voilà, il faut juste quand même le préserver, il faut faire attention. Ça reste un joueur qui peut être sujet aux blessures, donc il ne faut pas non plus forcer démesurément avec lui. Il y a une saison très très longue qui l'attend. Je rêve d'un communiqué de l'équipe de France qui nous annonce qu'il rentre à la maison tranquille et qu'il fasse 2 semaines au campus à Poissy pour se refaire. Tant qu'il n'annonce pas plus de 2 semaines d'arrêt, ça voilà, va. c'est ça. C'est ça le truc derrière, il y a quand même... Mais moi je trouve que c'est
un débat qui rejoint en fait celui du banc de tout à l'heure. C'est que l'année dernière... Oui, on tremble parce que tu sais que le banc n'est pas... Oui, enfin... Trembler peut-être pas, mais en tout cas on anticipe de potentiels problèmes avec ce petit gap de niveau qu'il y a entre titulaire et remplaçant. Mais tu sais, dans les planètes qui sont favorablement alignées la saison passée, oui, il y a le déclic qui arrive au bon moment, oui, il y a certains joueurs qui se révèlent à un niveau où on les attendait pas, mais il y a aussi le fait que tu as été épargné par les blessures quasiment de bout en bout, à part peut-être sur la fin de saison, les petits doutes autour de Dembélé, et ça l'a pas empêché d'être là pour les grosses échéances. Exactement. Donc là, avec la superposition des 2 saisons, c'est vrai que ça va être un double enjeu d'avoir un banc qui soit capable de pallier aux absences ou tout du moins de soulager les titulaires sans qu'il y ait une perte de niveau trop importante. Les amis, on a terminé notre tour du j'aime pas et on va attaquer et parler de notre joyau, de notre petit Napoléon, de notre petit soldat, de tout ce que vous voulez. Il est petit, c'est vrai, mais il est pétri de talent. C'est João Neves, le triplé de João Neves qui nous a laissé comme ça. C'était un truc de fou, très franchement, de la part de João Neves qui nous a tenté 2 retournées, 2 ciseaux parfaits qui sont partis. Alors il faisait ça à la plage quand il était petit. Il nous l'a dit en plus en conférence de presse. Je lui ai posé la question, on lui dit mais numéro 9 tu connaissais? Bah oui, c'était mon poste jusqu'à ce qu'on me fasse reculer au milieu de terrain, mais avant j'étais attaquant, j'étais numéro 9. Donc voilà, c'était son grand truc. Et Barcola de nous dire mais il ne fait jamais ça à l'entraînement. On ne le voit jamais faire le geste à l'entraînement. Tout était improbable dans ce qu'on a vu. João Neves est-il le milieu de terrain parfait? Est-ce que c'est monsieur parfait dans son expression footballistique et alors je sais, il a des Golden River et ça, t'en es fan. Mais ça, c'est fini. C'est bon, tu nous l'as déjà sorti, tu vois. Je t'ai rattrapé au vol. En fait, je sais pas ce qui est le pire. C'est que est-ce que le pire, c'est que je pensais pas du tout à ça ou le fait que t'aies dit Golden River? Non, c'est Golden Retriever. Golden Retriever, c'est vrai. Mais oui, allez tous, je vous en supplie, tous ceux qui nous écoutaient, qui nous regardaient sur YouTube, allez tous voir sur Instagram le chien de João Neves, c'est une petite merveille. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, le petit couple qu'il forme avec le foyer Neves, j'aimerais qu'il m'adopte. Voilà. Ils sont tous mimes, effectivement. J'aimerais qu'il m'adopte. Ce type est fou. Le chien doit être bien traité. Donc, Alex n'est peut-être pas si fou que ça. Franchement, Voilà. C'est pour moi. Tu t'es embarqué dans pour moi, ce serait une progression socialement. Alors, on est bien. Voilà. Tu pourrais peut-être écrire un livre de Joao, peut-être un peu jeune encore, tu vois. Tu pourrais lui proposer. C'est ça, je vais lui faire sa biographie en échange d'un hébergement. Je vais faire biographe dog-sitter. C'est ça, dog-sitter. Tu vas t'occuper de lui. Est-ce que c'est le milieu de terrain parfait? C'est facile peut-être à dire, Tidiane, tout ça, mais quand on voit ce qu'il nous a fait sur une saison, quand on voit ce qu'il est capable de faire désormais offensivement, est-ce que ce joueur est le milieu de terrain parfait? En tout cas, il a la combinaison de ce qu'on aime appeler le milieu moderne, c'est-à-dire faculté à la fois à harceler, à récupérer le ballon, mais aussi à pouvoir impacter dans le dernier tiers. Alors là, c'était vraiment poussé à l'extrême avec ce triplé, et triplé pour un milieu de terrain défensif, c'est quand même pas courant. Mais pour moi, il est le milieu parfait pour ce football-là, qui est un football qui demande de l'agressivité, qui demande de la générosité, qui demande du mouvement. Et en fait, tout ça, ça correspond parfaitement à ce que sont ses qualités. C'est pour ça qu'il faut aussi saluer le ciblage dont il a fait l'objet la saison dernière. Le PSG, à ce moment-là, n'a pas seulement recruté un grand espoir du football européen. Le PSG a recruté ce qui était sa pièce manquante par rapport à une animation qui était en train de s'affirmer, avec notamment Vitinha qui était en train de prendre de l'épaisseur. Non, évidemment, c'est en ce moment le milieu parfait parce qu'il fait tout et il fait tout très bien. Moi, ce que je trouve encore plus rassurant, c'est l'état d'esprit et l'implication qu'il montre. Parce que mine de rien, Neves, qui a 20 ans, pourrait souffrir d'un syndrome qui toucherait peut-être n'importe quel jeune de son âge, c'est de se dire... en fait, j'ai presque déjà un peu fini le jeu au Paris Saint-Germain. Je suis arrivé il y a 1 an. J'ai pris tous les titres possibles et imaginables. Là, je peux bien me relâcher un petit peu. Et puis, on redémarre la saison tranquille. Après tout, ça n'est que la Ligue 1. Mais non, en fait, il relâche pas la pédale. Il est dans ce que Luis Enrique, je pense, attend de son groupe dans une année N+1 par rapport à un titre de champion d'Europe. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est le milieu de terrain parfait pour ce Paris Saint-Germain, pour ce jeu-là.
et pour ce qu'est aussi la séquence du Paris Saint-Germain, qui veut être une équipe pas d'une saison, mais qui va essayer de s'installer sur 2-3 saisons sur le toit de l'Europe. Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour. À part être adopté par la famille Neves. Et ce chien, parlons-en. Bah oui. Non, en fait, c'est vrai que c'est peut-être aujourd'hui, je sais pas si milieu de terrain parfait, je sais pas, c'est toujours très, très subjectif, mais c'est peut-être aujourd'hui assurément l'un des milieux de terrain les plus complets qu'on a sur la scène européenne, parce qu'on en a des très talentueux par ailleurs, des Pedri, des Jude Bellingham, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, quand on voit un João Neves qui est un monstre dans la récupération, qui a un QI football beaucoup plus élevé que la moyenne, qui est toujours bien placé, qui fait toujours des bonnes passes, qui est un point de relais central pour son équipe, qui est bon de la tête alors qu'il fait que 1m70, qui marque des buts, qui est toujours bien placé offensivement, qui peut jouer arrière gauche, arrière droit, qui peut jouer à tous les postes. En fait, je reprends, j'adhère tout à fait à ce que dit Tidiane, c'est-à-dire que c'est l'archétype plus du milieu de terrain moderne, en fait, à qui on demande de savoir tout faire et qui fait tout excellemment bien. Donc voilà, superbe pioche, superbe recrutement. Mais alors, est-ce qu'il a encore des choses à parfaire, Jonathan? Est-ce qu'il est encore, perfectible? Sa science du placement est fantastique. Voilà, tout ce qu'il fait semble déjà de très très haut niveau. Est-ce qu'il a encore des choses à améliorer? Alors, je vais te dire. Alors ça va complètement dans ce sens-là, c'est que je ne sais pas, mais parce que c'est le joueur, c'est pas pour moi le milieu de terrain le plus parfait, c'est le milieu de terrain le plus imprévisible. C'est-à-dire que de base, tu as un joueur et en fait, à chaque match, tu découvres quelque chose de nouveau avec lui. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de, contre Manchester City, être au deuxième poteau et mettre la tête, et marquer de la tête. Et on le voit souvent aller au duel aérien, essayer d'aller dans les corners, prendre le ballon. C'est un joueur en demi-finale de Ligue des Champions qui va au duel aérien avec Declan Rice et qui gagne ces duels aériens face à Declan Rice. Lunaire. C'est lunaire. C'est un joueur qui, devant la défense, en fait, sous le pressing, il est capable d'éliminer 3 joueurs sur un dribble et de faire une ouverture. C'est un joueur donc, qui est capable de marquer 2 retournées, une frappe en pleine lucarne. C'est un joueur qui, sur la célébration, te fait un salto arrière. En fait, c'est complètement João Neves. C'est-à-dire, c'est un joueur où on se dit, on pense qu'on a ce type de joueur, et finalement, plus les matchs avancent, plus le temps passe, plus tu découvres une nouvelle palette chez lui qui est complètement imprévisible et que tu ne connaissais pas. Et finalement, tu te dis, en fait, ok, donc qu'est-ce qui nous cache encore, ce garçon? C'est ça qui est fou. Et là, je voyais la stat sur le début de la saison, il y a 66% de duels aériens remportés. C'est quand même dingue. Enfin, pour un gamin, il mesure, là, je vois sur les yeux, c'est 74. Enfin, c'est quand même, il est quand même fou, quoi. C'est pour ça que je dis que quand tu dis qu'est-ce qu'il faut améliorer, je ne sais pas, puisque on ne sait pas encore ce qu'il cache comme qualité, ce garçon. Alex. Mais pour rebondir sur ta question, en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans l'effectif du Paris Saint-Germain, tu as beaucoup de joueurs un peu dans le même cas que João Neves, qui ont déjà montré le très très gros de leur qualité et de leur potentiel. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu pour Neves, comme pour d'autres, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est toujours aussi mort de faim, toujours aussi motivé, c'est pas tant de montrer d'autres choses, mais c'est de pérenniser ce niveau-là sur la durée. C'est-à-dire qu'en fait, qui sont les milieux de terrain qu'on a retenus dans l'histoire? C'est pas forcément ceux qui avaient le plus de qualité, qui avaient le plus de ballons récupérés, de ci, de ça, qui faisaient le plus de choses et tout. C'est ceux qui, en fait, ont réussi à maintenir un niveau d'exigence et de qualité sur 5, 10, 12 ans. 12 ans, c'est peut-être un peu beaucoup, mais là il est encore très jeune, il va encore avoir beaucoup d'années à jouer. Quand tu vois aujourd'hui des garçons comme Luka Modric par exemple, je pense à lui en premier, je sais pas pourquoi, mais qui s'est révélé à Tottenham il y a 15 ans, qui derrière a fait 10 ans immaculé avec le Real Madrid, parce qu'en fait, voilà, chaque année, il prouvait pas des choses en plus, mais il prouvait qu'il était toujours aussi bon que l'année précédente, voire meilleur, voire plus inspiré, mais il a jamais baissé son niveau en fait, et c'est ça qu'on je pense qu'on attend de la plupart aujourd'hui des joueurs du PSG. Tidiane, ce que je demandais, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, mais est-ce que toi tu vois alors il sait pas être latéral gauche, bon c'est pas son truc, voilà, c'est à part ça, mais il peut le faire, mais il peut le faire. Et voilà, c'est pas non plus on n'est pas, moi j'en suis pas fou quoi. Mais toi tu le vois, est-ce qu'il y a dans tout ça, est-ce que tu vois encore des marges de progression ou des endroits où il faut qu'il travaille encore un petit peu plus? Franchement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jonathan. On a du mal à entrevoir les limites. C'est un joueur qui est tellement jeune et puis qui, en un an, a déjà montré une telle marge de progression. Apparaître dans le dernier tiers, être capable de marquer des buts. Comme je l'ai dit, toutes les fonctions du milieu de terrain, il est à peu près capable de les assumer.
moi, je reste convaincu que le salut, quand tu es à ce niveau-là de performance, c'est la confirmation et être dans le temps long. Parce que au Paris Saint-Germain, on a eu à notre niveau Mota, Verratti, Matuidi, qui était un milieu qui a marqué son époque. Tout à l'heure, Alex parlait de Modric. Le trident Casemiro, Kroos, Modric a marqué son époque. Le trident Xavi, Busquets, Iniesta a marqué son époque. Est-ce que, parce qu'on a aussi ces analogies, est-ce que Vitinha, Neves, c'est un duo? Je mets Fabian Ruiz, qui est un peu plus âgé, donc je ne sais pas s'il va accompagner les deux et combien de temps encore. Mais est-ce que c'est un milieu de terrain qui peut marquer son époque au niveau national, mais aussi au-delà, parce que les ambitions du Paris Saint-Germain sont à un autre niveau, et on va attendre aussi de ces deux joueurs, y compris de Neves. Maintenant, peut-être qu'ils amènent le Portugal à une Coupe du Monde ou à ce genre de... Parce que c'est un peu la rançon de la gloire. Maintenant, tu es champion d'Europe, tout le monde a vu ce que tu étais capable de faire, mais c'est toujours ça le haut niveau. Confirmer, et puis confirmer, et puis confirmer, parce que le jour où tu es un peu moins bien, t'inquiète pas qu'on va tout de suite venir te le faire sentir. Donc pour moi, il est là l'enjeu sur Joao Neves. Même s'il reste juste le joueur qu'il est déjà, franchement, s'il arrive à l'être pendant encore 5, 6, 10 ans, oui, je pense que ça en fera l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ça, il n'y a pas à chipoter. Et s'il veut prendre la technique Verratti de franchement changer le contrat tous les ans, tu vois, moi, il n'y a pas de problème. Il a le droit de, tu vois, tous les ans d'avoir un nouveau contrat. Mais tu sais, l'analogie que tu fais avec Verratti, elle est loin d'être idiote dans le débat, parce que mine de rien, Verratti, ça a été quand même un joueur chouchou du PSG. Et là, dans les cœurs, il y a presque une petite comparaison possible avec Joao Neves, parce qu'ils ont plein de points communs dans ce côté un peu milieu de poche, le fait que ce soit des joueurs d'entrejeu, etc. Mais moi, je vais peut-être être un peu dur avec Verratti, même si c'est un joueur qu'on a tous apprécié, malgré les limites qu'il avait. Mais en fait, je trouve que Neves, sur certains aspects de son jeu, c'est presque un peu le joueur qu'on aurait aimé que Verratti soit, sur le côté buteur, sur le côté décisif 100%. Dans le dernier tiers, etc. Donc même si on avait ces petits instants de magie avec les petits râteaux, les petits trucs, dans l'aspect concret du jeu, je veux dire, Neves, c'est peut-être déjà même le niveau au-dessus de Verratti, quoi, dans ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe. Ils ont une chose en commun, c'est cette bouille sympathique et qui te donne envie d'aimer le football et envie de les apprécier. Quand tu le vois débarquer avec son ballon sous le bras, Neves en zone mixte, heureux comme un gamin, en disant faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille le faire signer à tous les autres joueurs parce que ça va me rester comme souvenir. Enfin voilà, là tu sais que le chien va pas croquer dans le ballon, sinon il en prend. Sinon, ça va mal se passer. Les amis, on passe à la suite. On va faire ça rapide. Le premier mois est terminé pour le Paris Saint-Germain. Premier mois de compétition. Je vous le rappelle, le Paris Saint-Germain qui a remporté ses 3 matchs de Ligue 1. 1-0 face à Nantes, 1-0 face à Angers, 6-3 face à Toulouse. Et donc, la victoire au tir au but face à Tottenham. Belle victoire. Alors, bon, c'était un peu rock'n'roll. On dirait que les Anglais nous ont menés, mais ce Paris Saint-Germain s'est imposé au final. Quelle note donnez-vous et en quelques arguments, mais on fait ça rapide. Je veux juste on fera ça tous les mois, en fait, dans cette émission désormais. On donnera une note pour le mois. Déjà, savoir un petit peu pour vous votre note, et j'attaque avec toi, Jonathan, pour ta note de ce mois d'août pour le Paris Saint-Germain. Eh bien, ça sera clair, ça sera 10. Ah bon, 10 sur 10 10 sur 10. En fait, on peut pas rêver mieux. C'est-à-dire que tu as gagné la Super Coupe d'Europe, au terme d'un scénario de fou. T'as gagné tes 3 matchs en Ligue 1. Voilà, c'est net et sans bavure. Tu sors d'un très gros match, un 6-3, un match spectaculaire. Le seul poste où tu pouvais avoir des doutes et tu savais pas, c'était au poste de gardien de but, et on en a parlé longuement. Finalement, Lucas Chevalier, ça te rassure. Il est très bon, il enlève des pénaltys, il est tout de suite décisif, il est toujours bien incorporé. Honnêtement, il faut le dire, quand parfois il y a une ombre au tableau, il faut le dire, mais quand il n'y a pas d'ombre, là, je trouve que tout se passe très bien pour le Paris Saint-Germain. Et même, tu as des joueurs comme il s'appelle, Ibrahim Mbaye qui joue, du centre de formation, qui essaie d'avoir ses minutes. Alors, c'est imparfait parce que c'est un gamin de 17 ans et c'est normal. Tout le monde ne s'appelle pas Lamine Yamal. Mais moi, je vois aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je ne vois aucune ombre au tableau. Donc, pour moi, c'est 10. Faut le dire. Et moi, franchement, si j'avais eu un prof comme Jonathan Benzano, j'aurais été content. Tidiani, ta note? Moi, j'ai mis 9, en étant peut-être un petit peu plus pointilleux. Je rejoins tout l'argumentaire de Jonathan, globalement, sur la Super Coupe, qui est, quand bien même, un trophée plus honorifique qu'autre chose.
ça reste un trophée. Et quand tu as les aspirations du Paris Saint-Germain, il n'y a pas de petit trophée. Tu sais pas quand est-ce que tu pourras la retenter, cette compétition. Donc autant la remporter quand on a la possibilité. Donc le 3/3 en Ligue 1 avec que déjà quand même une certaine marge dans le jeu et puis sur le goal average. Moi, j'ai enlevé juste un petit point par rapport à l'aspect un peu ennuyeux des 2 premiers matchs de Ligue 1, où c'est vrai qu'on peut fustiger les adversaires en premier lieu, ce qu'on disait tout à l'heure. mais c'est aussi, et encore une fois, le PSG a des circonstances tout à fait atténuantes par rapport à l'intersaison, l'aspect préparation de cette entame de Ligue 1. Mais malgré tout, c'est vrai que tu peux toujours te dire que voilà, il y a eu des moments où tu t'es un peu ennuyé sur ces 2 matchs, et donc l'aspect gestionnaire qui, encore une fois, totalement compréhensible, mais quand tu es devant ta télé, à ce moment-là, tu passes pas, c'est pas le plus grand kiff de ta saison. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à reprocher. 10/10, 9/10 et 9. 9 aussi. 9. J'ai l'impression d'être dans On demande qu'à en rire. Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Et Jean-Ben Guigui, alors votre note. Je vais mettre 12, voilà, c'était nul. Non, mais j'ai mis 9. Je mets 9 parce que. Alors, je mets 9 pour. Est-ce que tu as les mêmes arguments que les autres ou est-ce que tu as trouvé des petites choses dans ton œuvre? Non, j'en ai peut-être un qui est un peu différent, mais en gros, 9, presque parfait en fait, parce que je trouve déjà que, bon, évidemment, 4 victoires, donc c'est formidable. Le scénario en Supercoupe d'Europe, formidable. Je trouve qu'en fait, il y a aussi un truc qui est agréable dans ce mois d'août, c'est qu'on a un peu tout vu. C'est-à-dire qu'on a vu le PSG en difficulté remonter 2 buts et gagner dans un scénario un peu historique, héroïque face à Tottenham. On a vu le PSG emmerdé par des blocs bas, contourner, trouver la solution et faire preuve un peu de caractère et de résilience face à Angers et face à Nantes. Et puis on a vu le PSG ultra dominateur, ultra spectaculaire, ultra offensif qu'on adore face à Toulouse. Je mettrais peut-être 2 réserves qui m'empêchent de mettre 10. La première, c'est que contre Toulouse, tu prends quand même 3 buts. Bon, là, c'est pas idéal. Tu prends 2 buts contre Tottenham, t'es un peu embêté. C'est pas idéal. C'est pas non plus grave, mais c'est pas idéal. Aussi, je m'empêche de mettre 10 parce que j'ai envie de croire que le PSG surtout va faire mieux et peut faire mieux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, je pense, un mois encore plus dominateur, encore plus parfait. J'ai le 10 moins facile que Monsieur Ben Sadoun. Non, mais je l'ai dit, en fonction aussi de la situation, en fonction du fait que tu n'as pas eu de préparation, non, mais bien que sûr, tu arrives, que c'est compliqué. Non, mais c'est pour ça. Je comprends. Allez, 9,5, je peux? Non, si tu veux. Comme ça, allez, c'est juste parce que tu peux pas mettre 10. Tu sais très bien que c'est 10. Tu te fais rattraper, reste sur 9. Ouais, j'ai hésité, mais voilà, je pense que le PSG surtout n'est pas encore à son meilleur, n'est pas encore à son plus haut niveau et fera mieux. Donc je préserve mon 10 pour le mois de mai 2026 où on gagnera la Ligue des Champions. Vous donnez un genre. Vous savez très bien que c'est 10. Toi, t'as participé à des conseils de classe, non? Oui, effectivement. Voilà, tu vois. Oui, J'ai été beaucoup délégué. C'est ça, ça sent les réflexions que t'as entendues de la prof ou d'une prof. Les amis, voilà pour les petites notes. C'est juste pour faire. Bah vous, d'ailleurs sur YouTube, vous n'hésitez pas. Vous mettez aussi votre note pour ce début de saison du Paris Saint-Germain, PSG à 40%, bien évidemment de ses. Tout à l'heure, je disais 40% de ses capacités physiques. On accélère un petit peu. On va parler mercato. Alors, c'est un peu flottant, c'est pas facile. Quand tu enregistres une émission un lundi et que le mercato termine à 20h pour la France, il peut se passer des choses, c'est un peu... Voilà. Alors, ce que l'on sait, les amis, c'est que Gianluigi Donnarumma, le dossier est quasi bouclé. On a un here we go du patron Fabrizio Romano qui a donc annoncé qu'il était en partance pour Manchester City avec une somme... Pour l'instant, c'est un peu flou, mais ça tourne entre les 20 et 30 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne vente? Est-ce que c'est un happy end qui vous convient, monsieur Aflalo, après votre 9 sur 10? Est-ce que... Oui, c'est très bien. Il fallait régler ce dossier. Il fallait pas que Donnarumma reste au Paris Saint-Germain vraiment à la défaveur d'un jeu de mercato un peu ubuesque. Ça aurait été vraiment trop inconfortable. Concernant la vente, il reste un an de contrat, Donnarumma, c'est ça? 30 millions d'euros, sachant que le marché des gardiens est quand même beaucoup plus bas que le marché des joueurs de champ. 30 millions d'euros pour un joueur comme ça, un an de contrat, sachant qu'il y a possiblement des bonus, d'après ce que dit Fabrice Romain. C'est une très bonne vente. En tout cas, c'est vrai que c'est...
il fallait trouver la solution. En plus, pour lui, c'est quand même un sacré rebond. C'est pas non plus. Bon, alors le jeu au pied voulu par rapport à Ederson, ça va faire drôle. En fait, ça a été un jeu de gardien. C'est-à-dire que Ederson vient de partir du côté de Fenerbahçe. Et donc, d'ailleurs, Fenerbahçe a mis de la maison, puisqu'ils vont nous débloquer un deuxième. Ils nous débloquent Asensio aussi. Mais on y reviendra dans quelques instants. Je veux qu'on termine quand même sur Donnarumma, Tidiane. Je dirais que c'est plutôt bien vendu dans les circonstances, à savoir qu'à partir du moment où tu mets un joueur dans la vitrine, fatalement les offres vont pas monter très très haut parce que c'est de notoriété publique que le Paris Saint-Germain voulait s'en séparer. Je pense que dans d'autres circonstances, tu aurais pu en tirer un petit peu plus parce que même si le marché est un petit peu moins fou que sur les joueurs de champ, malgré tout... ça peut monter. Moi, Onana, 50 ou 55 millions d'euros il y a 2-3 ans. Là, on a Trafford qui est arrivé à City déjà, une trentaine de millions d'euros alors qu'il jouait en Championship, je crois. Après, le marché anglais, c'est... mais là, justement, tu vends un Anglais aussi. Oui, mais il reste quand même en contrat. Enfin, Onana avec Manchester City, Onana qui ne peuvent pas se blairer depuis le départ. Onana, quand il arrive à United, il arrive après la saison où l'Inter fait finale de Ligue des Champions, il lui reste des années de contrat, etc. Donc ça peut monter très haut. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas forcément de raison que ça aille beaucoup plus haut, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Gianluigi Donnarumma, juste un truc pour l'argent, c'est vrai que je pense qu'il a eu un bon de sortie aussi pour état de service. C'est-à-dire que les 4 ans qu'il a passé, la gestion du vestiaire, etc., c'était à un moment donné, il fallait quand même trouver une situation pour le sortir. Asensio qui s'en va aussi, Carlos Soler aussi. Messieurs, merci, au revoir, c'est ce qu'on leur fait. Alors, Carlos Soler, c'est la Real Sociedad. Et Asensio, c'est Fenerbahçe. Bon, de toute façon... l'aventure était terminée avec Luis Enrique, il fallait trouver une solution. Ce qui est pas mal, c'est que nous, les dossiers étaient prêts. Ok, on signe le 1er septembre, mais Luis Campos avait fait le travail pour les faire partir. Et en plus, on les vend, il n'y a plus de prêts. Oui, bon, sauf pour Renato Sanchez, qui va revenir donc la saison prochaine. Ça, c'est le cousin que tu... Allez, pars en vacances. Ah merde, il revient. Voilà, il va s'éclater, il va en Grèce. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Il a des bonnes, on lui trouve des bonnes sorties. Oui, c'est clair. Mais oui, là, de toute façon, c'était les bonnes petites pioches du début de l'ère de Luis Campos. Là, tout ce qui est Renato Sanchez, Carlos Soler et consorts, qu'il faut se séparer un à un. Et voilà, le PSG. Enfin, de toute façon, il faut dégraisser là. Il faut vraiment se séparer de désolé de le dire comme ça, mais des brebis galeuses de cet effectif. Et en l'occurrence, il en manque une. En tout cas, de quoi ? De brebis galeuses. Oui, et on arrive dessus. Voilà, transition, c'est pour ça. Mais oui, la passe des... Alors, excuse-moi, j'ai reçu un message. C'est pas bien de faire ça, mais j'ai eu un peu... Voilà. C'est vrai. Alors, la brebis galeuse, sympathique aussi garçon, Randal Kolo Muani, bien évidemment, mais la Juventus de Turin a mis un stop. La Juventus de Turin a mis un stop au Paris Saint-Germain et aux négociations pour la vente de Randal Kolo Muani, puisqu'ils vont prendre Openda, qui était au RB Leipzig, c'est ça. Donc qui va partir du côté de l'Italie. Bon, ok, très bien. Alors maintenant, je vous pose juste une question assez ouverte et on se la fait assez rapide tous les quatre. Si on n'arrive pas à 20h à vendre Randal Kolo Muani, on fait quoi du côté du Paris Saint-Germain ? Est-ce qu'on le réintègre ? Est-ce qu'on va voir Luis Enrique et on lui sort la guitare et on lui dit Luis, on a un joueur en plus ? Alex, non ? Non, mais bien sûr que si. Ah bah oui. Alors si tu n'arrives pas à le vendre, pour le coup, déjà il va falloir le vendre à un autre moment, donc ce serait bête de le foutre au frigo pendant 6 mois. Et en plus de ça, vu la saison qui t'attend, ce serait quand même ridicule de te priver d'un joueur en plus. Tu sais pas ce qui peut se passer en termes de blessures, de points physiques. Il faut des mecs pour le turnover, même si le secteur offensif est assez bien fourni. Ça sera pas du tout du luxe d'avoir un garçon de cette qualité-là sur lequel compter. Moi, je crois pas trop qu'il va pas être vendu d'ici la fin du mercato. C'est dans l'intérêt de personne qui reste, honnêtement. C'est dans l'intérêt de personne qui reste. Même pour lui, évidemment. Du monde, il vient d'être non sélectionné par Deschamps. Évidence absolue que c'est pas dans l'intérêt de personne qui reste. Il va pas beaucoup jouer s'il reste.
mais s'il reste, il faut qu'il puisse jouer. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ce qui est clair et net aussi, c'est que le mercato finit à 20h et que les Anglais, ils n'ont pas nos problèmes d'argent, ils n'ont pas nos problèmes de droits télé. Donc, vous inquiétez pas qu'il n'y aura pas de soucis pour trouver un petit club. Newcastle vient de faire une très jolie vente sur Alexandre Isak à Liverpool. Je pense qu'ils sont en recherche d'un profil de ce type. Donc, allons-y. Vous pensez qu'on... Alors, je sais que les gens là vont écouter, et bien souvent, on a des gens qui nous écoutent le mardi, le mercredi, donc là, ils vont se dire « Ah, ils se sont trompés !» Mais effectivement, sur le papier, ça sent quand même un peu du Tottenham ou du Newcastle, un peu à l'arrache pour le dossier Randal Kolo Muani. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alex. Aujourd'hui, le marché des attaquants, des numéros 9, on voit que ça peut s'emballer très facilement et de manière parfois inexplicable quand tu regardes certains montants. Kolo Muani reste un joueur référencé qui vient de faire un petit mandat pas non plus honteux à la Juve. Je pense que c'est surtout une question d'argent qui a fait que la Juve a peut-être pas voulu y aller totalement sur Kolo Muani, sinon c'est un deal qui aurait pu se conclure depuis un moment. Ça fait quand même longtemps que les deux clubs discutent. Peut-être que ça traduit aussi une certaine intransigeance du PSG dans l'idée de mieux vendre. Donc moi j'y vois pas non plus un signal forcément négatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le club acheteur remplit pas les conditions de Luis Campos, et non, on vendra pas les joueurs au rabais et 90 millions d'euros investis, faut y retrouver d'une façon ou d'une autre. Et c'est vrai que dans cette idée-là, peut-être qu'un club anglais en fin de mercato qui aura besoin de se renforcer. Aujourd'hui, un club anglais peut même mettre 40 ou 45 millions d'euros sur un numéro 2. Hein. Donc moi, je vois les choses comme ça. En fait, j'ai du mal à l'imaginer rester, puisque pour moi, en fait, ce serait vraiment perdant pour Kolo Muani et pour le Paris Saint-Germain. Jonathan. Je précise, ce sera compliqué du côté de Newcastle parce qu'ils viennent de signer, là, ils vont signer Yohan Wissa du côté de Brentford. Donc c'est un autre attaquant. Donc autant dire Wissa qui était bloqué par Brentford et qui avait communiqué ce week-end sur les réseaux sociaux en disant qu'il n'était pas content du tout du comportement de son club. Bon, tant mieux pour lui si ça c'est pas mal. Je ne suis pas sûr pour lui, mais pour Kolo Muani. Mais oui, de toute façon, en fait, le problème, c'est qu'il s'est mis tout seul dans cette situation en voulant absolument la Juventus, qui, on sait très bien, n'en faisait pas une priorité. La preuve, c'est qu'ils ont mis près de 70 millions d'euros s'ils lèvent les options, etc., pour Openda plus Zegrova. Ça se voit qu'en fait, il ne faisait pas de Kolo Muani une priorité, ce que je peux comprendre, parce qu'Openda Zegrova, c'est très bien pour la Juve. Mais aujourd'hui, il se retrouve donc au 1er septembre, il reste quelques heures avant la fin du mercato. Et moi, je suis désolé, honnêtement, on l'a vu avec Ekitike il y a quelques années, quand Luis Enrique ne compte plus sur un joueur, il ne compte plus sur un joueur. Et donc, pour moi, même si la leçon est longue, etc., il ne jouera pas une seule seconde. Et c'est pas dans l'intérêt, comme vous l'avez très bien dit, du club, bien sûr, d'avoir un joueur qui est pas content, qui sera à l'entraînement tous les jours, etc. Et non plus le sien, parce que oui, il y a une Coupe du Monde qui arrive, et on est à s'il part, ça sera au mois de décembre, janvier. Ça sera très dur. Donc oui, il faut qu'il trouve vite une porte de sortie dans une situation où, comme je le dis, il s'est mis tout seul en voulant absolument à la Juve, qui ne le voulait pas non plus absolument à tout prix, quoi. Il y a qu'un seul rassemblement équipe de France avant la liste en 2026. Hein. Ouais, c'est en absolument. mars. Donc même dans l'hypothèse des 3-4 premiers mois où tu n'as pas de solution, où tu joues pas et où tu arrives à trouver un club en décembre, après tu auras 4 mois pour faire tes preuves. Donc changer de club, t'adapter, faire tes preuves et rentrer dans un groupe où là on a vu quand même qu'en termes de qualité, surtout poste d'attaquant. Quand tu vois l'évolution d'un Ekitike dont tu parlais par exemple, un Cherki qui a Doué, changé de club, Barcola, un Olysée qui a changé de statut. T'as toujours Mbappé, c'est compliqué. Hein, là. Ça va être compliqué effectivement pour Randal Kolo Muani. On va suivre ça, ça se trouve ça sera tout débloqué ce soir, mais c'est toujours intéressant aussi d'en parler et d'en parler un petit peu à froid pour ce garçon. On termine rapidement, les amis. Voilà, c'est histoire de parler de Ligue des Champions. Voilà, mais ça va. On a 7 minutes pour ça, les copains, parce que ça a eu lieu jeudi, parce que voilà, on en a tous un peu parlé, mais j'ai envie quand même d'en parler dans cette tribune. Je vous rappelle, l'Atalanta, le Bayern Munich, le Tottenham, Newcastle à domicile, et ensuite du Barcelone, du Leverkusen, du Bilbao et du Sporting Portugal Lisbonne pour les déplacements. Le premier match le 17 septembre à 21h pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à l'Atalanta de Bergame. Bon, alors ça, sur ce papier-là, j'ai un peu regardé ce que faisait l'Atalanta là en ce moment. Ça respire pas la grosse santé, on n'est pas sur la mer. Pas un chapitre de 10 ans comme ça. C'est ça, effectivement. Il pourrait pas aussi Ademola Lookman qui pourrait aller du côté du Bayern. Donc voilà, ce soir. On va voir. Mais c'est peut-être pas finalement l'adversaire le plus compliqué à prendre pour commencer.
clairement, hein, je vais dire un gros mot. La première chose que j'ai sortie, déjà, je n'étais pas content parce que j'ai pas eu mon petit déplacement un peu exotique. Donc moi, je voulais aller à Bodo Glimt. J'ai pas eu Bodo Glimt. J'ai cru que tu allais nous dire que tu voulais pas aller à Pafos, à Almaty. J'ai été à Leverkusen. J'ai vu le Zlatan coller un doublé là-bas, le 4 ans là. J'allais dire 4-0. Je l'ai fait, moi. J'ai passé ma journée. J'ai mangé un kebab à Leverkusen. Alors Bilbao, c'est nul comme ville. San Mamés, c'est pas bien. Non mais c'est sympathique, mais le cercle polaire quoi. Bref, parlons de ce tirage. On n'a quand même pas été vernis, c'est ce qui est le plus difficile avec le Bayern. Comme tous les ans. Non mais c'est comme l'a dit Luis Enrique, si la saison prochaine ça recommence, là il sort la sulfateuse et il va dire ce qu'il pense. Après, de toute façon, il prépare les cartouches. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il peut déjà les mettre dans le manteau. De toute façon, non mais franchement, honnêtement. Tirage facile, tirage difficile, il faut gagner tous les matchs pour être champion d'Europe. Donc à un moment donné, l'année dernière, le Paris Saint-Germain a été 24e à 3 journées de la fin. Au final, ils ont été champions d'Europe. Là, cette année, vu qu'il y a 8 matchs, il va y avoir le temps de se jauger, de s'adapter. C'est vrai qu'il y a un enchaînement quand même Barça, Leverkusen, Munich, Tottenham qui est peut-être un peu raide. À partir de la J2, mais non, moi franchement c'est un tirage qui m'excite. Ça va être bien de fermer enfin les bouches des Barcelonais qui croyaient que c'était la meilleure équipe du monde alors qu'ils ont même pas été en finale Ligue des Champions. Ça va être un match de voir Dembélé débarquer Ballon d'Or. Ben oui, mais bien sûr, ça va être le premier match. Une semaine après. C'est pour ça. Mais ça va être un match hyper excitant. C'est probablement les deux meilleures équipes d'Europe actuellement, donc ça va être hyper excitant. Leverkusen, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs cet été, c'est toujours un match intéressant. Et le coach, à faire. oui, Et le coach qui va se barrer. Munich, ça va être sympa. Tottenham, on va encore leur rouler dessus et ça va être marrant. Et après derrière, Bilbao, Sporting. Newcastle, ça va être sympa de pouvoir aussi prendre notre revanche par rapport à ce qu'ils nous avait fait subir il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Non, c'est un tirage qui est intéressant, qui est varié. Je trouve qui est pas si, franchement par rapport au niveau qu'affiche le PSG, qui est pas si dur que ça. Sauf que tu te retrouves, je suis désolé, tu termines champion d'Europe, t'es poule 1. Et tu te retrouves avec un mais franchement, t'as vu la tête de la poule de Barcelone. Ouais, mais franchement, de vacances, c'est de l'Europa League. Franchement, Barcelone est un chapeau 1. Dans l'idée que des chapeaux 1 et des programmes un petit peu plus soft, parce que tu prends un moment des équipes, c'est logique, mais de voir des chapeaux 2 ou des chapeaux 3 qui ont un programme moins relevé qu'un chapeau 1, ça c'est vrai que dans l'esprit de ce que doit être un tirage au sort avec un principe de tête de série, on se rend compte qu'en fait aujourd'hui ça n'est plus en vigueur. Mais les chapeaux sont très relevés en vrai. Les chapeaux sont très relevés et franchement, moi ça me surprend pas. Mais je vais quand même laisser pas Jonathan, mais moi ça me surprend pas que les tirages soient durs quoi. Les chapeaux sont très relevés. Très rapidement, Jonathan. Très rapide. C'est un tirage qui est homogène, mais qui est plus facile que la saison dernière. Ah bon? Bah oui, parce que pour moi, la saison dernière, tu avais 4 matchs où tu pouvais vraiment perdre. Atlético, Arsenal, Manchester City au moment du tirage. Manchester City et le Bayern. Tu me diras, tu en perds 3 sur 4. Là, je vois effectivement 2 matchs, Barça et Bayern, où tu as une possibilité de perdre. Après, normalement, contre toutes les équipes, tu dois les battre. Et en plus de ça, les matchs un peu poil à gratter, pour moi, qui sont Tottenham, Newcastle, tu les fais au Parc des Princes. Donc c'est pour ça que... Voilà, c'est un tirage homogène, mais c'est pas le plus compliqué qu'il y a eu le PSG. Très bonne conclusion, voilà. C'est parfait, c'est l'heure de te dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Tidiani, merci à Jonathan, merci à Alex, merci à Basile qui a réalisé cette émission, merci à François pour la vidéo, merci à Lucie qui nous a écoutés tout le long. Je dédie cette émission à Kélian. Mon grand, tu t'accroches et tu vas t'en sortir, je te le promets, je te fais des bises. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à mettre des pouces, des cœurs, des likes, tout ce que vous voulez, des petits commentaires aussi. Sur les plateformes, sur YouTube, sur les plateformes de téléchargement, vous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, ce sera la trêve internationale, mais ça va nous permettre de parler peut-être des Bleus, des autres sélections, mais aussi de la fin du mercato et de plein d'autres choses, parce que vous le savez, au Paris Saint-Germain, c'est comme dans les grands magasins, il se passe toujours quelque chose de sympathique. Allez les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Il est temps de débrancher ce podcast.